Start recording. Du coup, je dois choisir un truc comme ça. J'arrive, hein, je suis juste à côté. C'est juste j'essaie d'enregistrer. Ouais, bon. J'ai pas trop compris, mais on va faire comme ça. Alors, à coup de 56 kilos, t'es pas prêt d'avoir de virus. Alors, c'est bon, vous voyez bien tout ça, vous m'entendez bien, tout est bon, on peut commencer? On est prêt? Yep. Ok, c'est bon. Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, je travaille sur un projet que vous verrez, là, ou peut-être je vous montrerai tout à l'heure, mais genre que pour une prochaine vidéo, vous verrez sûrement d'ici une semaine, 10 jours. Et moi, je développe pas souvent. C'est pour ça que je dis souvent, je suis pas un développeur, etc. Parce que j'en fais très très peu, tu vois. Je suis plus un profil sysadmin. Je fais des petits scripts, trucs comme ça, mais quand il faut développer en back-end, encore ça va, parce que souvent c'est un peu c'est plus assez similaire de ce que tu fais en faisant des scripts, mais quand il faut faire du front-end, là, laisse tomber, ça casse la tête. Tu vois. Le moindre truc, comme on dit, le mime, sans mettre une div au milieu de la page, c'est un casse-tête. Donc, j'ai commencé à tester, et donc à tester un petit peu différentes stacks. J'ai regardé qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Comme ça, je me dis, ok, je vais prendre le temps, je vais apprendre ça. Et puis comme ça, pour le moins les prochaines années à venir, j'aurai une compréhension solide des technos actuels et tu vois, tranquille, je vais pouvoir faire un peu plus de projets et tout. Et donc, je commence à regarder qu'est-ce qui est le plus populaire en ce moment. Et bah, du coup, je sais pas, il y en a parmi vous, est-ce que vous pouvez me dire si c'est quoi vos profils, c'est plus développeur, si c'est plus dev, c'est plus dev front-end, plus back-end, ou est-ce que vous êtes plus dans l'administration système ou des trucs comme ça, ou autre truc qui n'a rien à voir. Dis-moi un petit peu, comme ça je peux pouvoir adapter un peu. Autre, back, full stack, sysadmin, oui. Flafili, il fait tout. Plus SRE, donc ouais, plus admin en gros, quoi. Admin, notion en back-end, sysadmin, dev back. Tu vois, c'est souvent un peu lié, j'ai l'impression. Tu vois, t'as rarement un sysadmin qui kiffe faire du front-end, tu vois. Gestion de projet, front-end, infra back-end. Donc le framework, tu fais un peu de tout. Front et sysadmin, full stack. Ok, c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce que vous utilisez en front? Bah, peut-être du coup, si vous faites pas beaucoup de front, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du front ici. Si jamais vous devez faire du front, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites rien? HTML1, CS1, CSS1, ou est-ce que, je sais pas, React, Vue, React, Next.js, Nuxt, React, etc., etc. Tu vois? Donc, Flappily, j'étais pas fou en disant que React, c'était un des plus populaires. React et Next aussi, tu vois. On a eu Next deux fois. Feuille, stylo, Bootstrap, HTML1. Donc c'est ça. Ce qui est le plus populaire en ce moment, c'est les frameworks de React. Donc les Next, les Nuxt, etc., etc. Tu vois. Et donc, je commençais à regarder un peu. Et en fait, donc déjà, à la base, moi, j'avais déjà fait un peu de React. Et avant ça, j'avais même déjà fait un peu d'Ansible. Donc je partais pas de 0-0. Je suis pas non plus. Tu vois, je suis nul en dev, mais j'avais déjà un petit peu. J'en avais déjà fait un peu. Et je me suis dit, vas-y, je vais reprendre, je vais voir qu'est-ce qui a changé. Nan, nan, nan. Et je vois sur la doc de React, le premier truc qu'ils disent, c'est ah ouais, React, on vous conseille pas trop de l'utiliser. Sur la doc officielle de React, j'aurais dû prendre le screenshot, tellement c'était un truc de fou, ça m'a choqué. La doc officielle de React, ils disent ouais, utilisez pas React tout seul. Genre, si vous utilisez React, vaut mieux utiliser un framework de React. Là, je me dis, bah, attends, mais React, c'est pas déjà un framework? Donc maintenant, il faut utiliser un framework, c'est quoi ça? Donc du coup, et je pense qu'ils recommandaient Next, etc. Et
Et du coup, je me dis, bon, bah vas-y, je vais reprendre Next, tout le monde utilise Next, un truc à la mode, nanana. Voilà, ça peut pas être si compliqué que ça. Ça, c'était ma première erreur. Donc, du coup, je commence à essayer d'utiliser, et en fait, le moindre truc, genre, dès que tu. En fait, juste pour vous montrer, comment je peux sortir d'ici? Juste pour vous montrer, en gros, quand tu démarres un projet Next, donc ça, c'est le Hello World. C'est juste pour avoir une page statique qui affiche ces lettres ici. Normalement, vous pouvez voir mon stream. Bah, tu te retrouves avec 1 milliard de fichiers. Alors là, tu as un package.json, mais tu en as un autre ici. Mais tu as genre des trucs Vercel que tu sais pas pourquoi, tu sais même pas c'est qui. C'est genre, déjà, de base, juste pour un Hello World, tu te retrouves avec 50 000 fichiers, 50 000 lignes de code, alors que rien ne s'est passé, tu vois. Donc, déjà, c'est confus. Tu te sens pas, t'es mal accueilli. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives, c'est difficile. Pour un débutant, c'est difficile. Et pour. C'est ça. Donc, je pense que c'est pas là pour rien. Ça te donne des avantages, des features, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que le problème, c'est que les features et les avantages que ça donne, par exemple, genre Next, ça fait par défaut du server-side rendering, blablabla. 98% du temps, personne n'a besoin de ça en fait. Tu vois. Les gens, peut-être ils s'enflamment en disant ah ouais, c'est parce que c'est une technologie ouf. Non, non, mais en vrai, t'as pas vraiment besoin. En fait, il y a plein de problèmes qu'on essaye de régler. Quand par exemple, pour plonger un peu dans le rabbit, tu prends le server-side rendering. Pourquoi on a fait ça? Parce que, en gros, pour vous expliquer au cas où vous avez aucune idée de quoi je parle, quand tu utilises Next, la page, elle est calculée par le serveur pour être envoyée, si tu veux, comme en HTML sur la page. Et ça, c'est genre Parce que avant ça, tu avais React qui tournait sur la page dans ton navigateur, qui lui faisait tous les calculs pour pouvoir savoir ce bouton il est à droite, ce truc-là il est à droite, etc. Donc en fait, et pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait React? Parce qu'en gros, on voulait. Genre bref, en fait, j'ai même du mal à expliquer, mais genre, on règle des problèmes pour revenir dans l'état où on était d'avant, parce qu'au final, un serveur qui envoie du HTML, c'est ce qu'on fait depuis le départ, tu vois. Sauf que là, il y a genre 1000 étapes en plus, tu vois. Genre, on fait du code qui est en TypeScript, qui est transpilé en JavaScript, avec du CSS qui est compilé. Déjà, de base, compiler du JavaScript, c'est déjà un concept. Compiler du CSS, encore un autre, encore un autre concept. Donc, tu te retrouves avec des outils pour faire ça. Des outils pour faire ça. J'ai un triangle en haut, que ça veut dire. Warning. Voilà. Ok. Et je pensais que c'était une erreur de Discord. Et donc, bref, en fait, on se retrouve à régler des problèmes. C'est un peu comme si ce que je disais hier, où en fait, tu as un truc qui est un peu de la merde, et au lieu de le corriger, et bah, pour le fixer, tu rajoutes une couche de merde par-dessus. Et que ça sent encore pas bon. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes encore une autre couche de merde, et tu rajoutes, et 20 ans plus tard, euh, comme je disais, je sais plus c'est qui parlait de ça, mais en gros, on a sorti, quand on avait l'HTML au départ, on s'est dit, ah, le HTML c'est bien, on n'a pas trop, mais on n'a pas trop d'interactivité, tu vois, dans les pages, dans les années 80. Donc on s'est dit, on va rajouter JavaScript. JavaScript, si vous avez vu ma vidéo sur JavaScript, vous savez que c'est un truc qui a été rajouté à l'arrache, et du coup, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des trucs qui sont à l'arrache, qui sont dans le langage. Mais bon. Bref, passons. Pour pouvoir fixer ces trucs qui sont un peu à l'arrache, et bah, on a rajouté par exemple des jQuery qui étaient super populaires dans les années 2000. Ensuite, jQuery, c'était quand même encore un petit peu à l'arrache, un petit peu de la merde, donc on a commencé à amener des frameworks. On a ramené Ansible. Là, tout le monde dit, ah, Ansible, là, ça commençait à être bien, etc. Ensuite, on s'est rendu compte que ça aussi, c'était de la merde. Donc, on a fait Ansible 2, qui était complètement différent d'Ansible 1. Donc, c'est-à-dire que tu dois tout apprendre encore. Et ensuite, quand on a fait Ansible 2, on s'est rendu compte que c'était quand même toujours de la merde, et donc on a sorti React. Et React, c'était de la merde, et donc maintenant, du coup, il y a plein de problèmes, etc. Donc, pour pouvoir régler tous ces problèmes, et ben, on a des frameworks, donc des Next et compagnie. Et en fait, tu te dis, on va aller jusqu'où comme ça? À combien d'outils et de couches de conneries on va empiler euh, là-dessus? Et donc, je pense que si vous êtes euh, si vous êtes plus un profil admin, back-end, etc., je pense que quand vient le temps de faire du front-end, sûrement que vous ressentez un peu ce truc où tu te dis, mais putain, mais pourquoi j'ai 1 milliard d'outils, de machin, t'as NPM, NPX, NP truc, genre, t'as 10 000 outils qui compilent, des trucs qui compilent, des trucs qui compilent, genre, c'est un truc de fou. C'est genre, si t'es dedans, si t'es développeur front-end et que tu connais tout l'écosystème, etc., peut-être c'est bien pour toi, mais genre, quand tu débutes ou que tu viens d'un autre truc, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous me suivez jusque-là, mais voilà.
Donc on va revenir. J'ai dévié. Pouh. Premier slide, j'ai déjà fait un 90 degrés pour me plaindre à quel point le front-end c'est de la merde. Mais au moins, maintenant, vous comprenez mon point de vue. Euh, j'ai confondu avec Angular. Angular, je pense. Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? Ah, j'ai dit Ansible, ouais, pardon, je voulais dire Angular. Euh, ouais, ouais, j'ai dit Ansible. Donc, bref. Bref, tout ça pour finir mon histoire, j'ai commencé à le faire et j'ai passé 2 jours à m'arracher les cheveux pour des trucs de merde, genre des trucs vraiment basiques qui devraient prendre 15 secondes, ça m'a pris 2 jours. Au bout d'un moment, au bout de 2 jours, j'ai fait non, c'est bon, je vais pas. Doit y avoir une autre solution. Ça peut pas, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai commencé à chercher d'autres trucs et il y avait un petit peu un framework entre guillemets que j'avais entendu parler, qui est un peu un mime, genre c'est un peu, on dirait un peu une blague, mais au final, quand tu t'y intéresses et que tu l'utilises, c'est presque une révolution. Donc, sur quoi je suis tombé au final? HTMX, on va en parler. C'est surtout pour ça qu'on va parler aujourd'hui. Flask, qui est un framework Python, et SQLite, qui est une base de données. C'est simple. Donc bref, tout ça pour dire pourquoi est-ce que si vous êtes principalement des devs full stack ou backend ou sysadmin, pourquoi faire du web? Pourquoi on sait que c'est de la merde, pourquoi est-ce qu'on va aller là-dedans? Parce qu'en fait, souvent, bah, en fait, t'as quand même besoin. Euh, le fait que parfois, tu as besoin de faire des outils en interne, même en tant que sysadmin, tu veux faire un petit outil pour monitorer un truc ou pour rendre, si tu es plus dans le DevOps, SRE, tu veux faire un petit outil pour que tes devs ils puissent faire un truc plus facilement, etc. Bah, c'est beaucoup mieux si c'est une interface web que tout le monde peut utiliser, comparé à un outil en ligne de commande que la moitié des gens ils vont pas forcément capter à utiliser, qui est moins, qui est peut-être plus error prone, etc. Tu vois. Donc, pour les outils internes, ça peut être grave utile. Pour faire des proof of concept aussi, tu veux tester un truc, tu fais un truc vite fait, et tu veux pas sortir la grosse artillerie, le framework, nanana. Tu fais un truc vite fait pour voir à peu près si ce que tu veux faire c'est viable. Ça peut être cool aussi. Et puis aussi pour tout ce qui est side project, projet perso, etc. Pourquoi j'ai mis les deux? Parce qu'en gros, projet perso, c'est plus pour moi, tu fais un petit blog ou chez toi, tu as un home lab ou un truc comme ça, alors qu'un side project, c'est peut-être plus business, entre guillemets. Tu essayes de démarrer un business à côté, tu vois. Et donc, du coup, bah, quand tu démarres un truc, bah, voilà. Donc, c'est ça. Et aussi, un truc aussi qui est intéressant, c'est que quand tu fais de l'administration système pure ou du DevOps ou quoi, bah, quand tu veux créer quelque chose, en sysadmin, tu peux jamais vraiment rien créer, tu vois. Tu peux setup des serveurs, installer des trucs, etc. Mais si tu veux faire que ça fasse quelque chose d'utile, il faut faire une application au bout d'un moment. Et souvent, ton application elle va avoir besoin d'un front-end. Donc, ça veut dire que si tu veux créer le moindre truc, même si c'est chiant de faire du front-end, tu vas quand même avoir besoin à un moment ou à un autre. Donc c'est ça. Euh, et donc, bref, ça, voilà, j'ai déjà sauté un petit peu les trucs, mais la méta actuelle pour faire du front-end, c'est Next, slash Nuxt, slash Svelte, slash tous les frameworks à la mort qui changent tous les 6 mois. Et le problème avec ça, c'est que même si tu te fais chier et que tu finis par l'apprendre et par comprendre le truc, déjà, bon courage. Et deuxièmement, dans 6 mois, ça sert à rien. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis cassé la tête à apprendre Angular. Un an après, c'était fini. Et ensuite, je me suis recassé la tête à apprendre React. Et 2 ans après, c'était fini, tu vois. Genre, React, eux-mêmes, ils disent non, utilisez pas React. T'es dit, mais comment? Mais genre, je vais continuer à perdre mon temps perpétuellement comme ça, à apprendre un truc qui sert à rien 2 ans plus tard. Donc, euh, donc c'est casse-tête. Et là, quand tu te trouves avec une ribambelle d'outils, des NPM, voilà, j'utilise NPM ou NPX, ou j'utilise Vite, ou j'utilise Webpack, ou j'utilise. Genre, ça change toutes les 2 semaines et tu comprends rien. Donc, bref, je pense que j'ai assez râlé là-dessus. Vous avez compris que la méta du développement web en ce moment, de mon point de vue, et probablement de notre point de vue en tant que de gens plus back-end, admin, ça pue la merde. N'utilisez pas nos produits cordialement. Ça, franchement, j'irai le retrouver si je peux tout à l'heure. Moi, ça m'a choqué. Genre React, ils disent ouais, n'utilisez pas React. Non, c'est c'est pas ouf. Je dis mais c'est quoi? Donc en fait, on se retrouve avec ça, on se retrouve avec des usines à gaz de fou. T'as 10 000 outils, 10 000 étapes, 10 000 compilations. Bref, on va pas râler là-dessus.
une dixième fois, Mhm. mais c'est frustrant. Quand tu arrives là-dedans, tu te dis, ah ouais, flemme. Donc, premièrement, salut Floppy, à tout à l'heure. Premièrement, pour le framework back-end, je me suis retourné vers Flask. Pourquoi vers Flask? Honnêtement, l'argument principal, c'est parce que je connaissais déjà. Donc, comme tu connais déjà, bah forcément, c'est plus simple. Mais par défaut, Flask, c'est déjà un framework, c'est même, ils appellent ça un micro-framework, qui est déjà très très simple à apprendre. Genre, si tu as 30 minutes, c'est bon, tu peux apprendre. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. C'est vraiment très très simple. Mais tout ça pour vous dire que je suis pas en train de vous dire il faut utiliser Flask, c'est le futur, c'est un truc de fou. C'est plus pour vous dire pour le côté back-end, je vous recommande d'utiliser ce avec le quoi vous êtes le plus confortable déjà. Si vous aimez bien faire du Go, faites du Go. Si vous aimez bien faire du Python ou même du JavaScript ou même du Express ou n'importe quoi que ce avec quoi vous êtes déjà confortable, utilisez ça. Vous connaissez déjà et c'est tant que c'est pas un truc qui va dans 6 mois changer, tu vois, restez avec ça. Et donc, c'est plus simple parce que tu as moins de trucs à apprendre et c'est plus rapide parce que tu connais. Si jamais vous n'avez pas trop de stack, vous n'avez pas trop de trucs, vous savez pas trop lequel utiliser, Flask, ça va, moi je le recommanderais, j'aime bien. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui aiment, dont Flappily qui vient de se barrer, qui sont assez fans de FastAPI, qui est aussi un framework Python, qui est aussi très très simple, très très minimaliste, mais qui a un petit peu plus de fonctionnalités que par défaut que Flask. Flask, c'est vraiment bare bone, quoi. C'est vraiment le minimum. Tu as aussi Django qui est pas mal aussi, qui est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de fonctionnalités, donc c'est à prendre en main, ça prend un petit peu plus de temps. Tu as aussi Django API qui est un peu similaire, mais qui permet de faire des API. Et c'est ça. Donc en gros, si jamais vous ne savez pas trop sur quoi vous tournez, regardez Fast API, Flask euh, et potentiellement Django, et c'est pas mal. Comme ça, c'est pour le parti backend. Donc dans les avantages, c'est pour ça que Techno, j'essaie de faire un peu les pour et les contre pour pas être complètement le fanboy. Mais les avantages, comme c'est un micro-framework, bah ça c'est un peu un avantage et un inconvénient parce que c'est simple, c'est flexible, c'est facile à apprendre, mais le désavantage c'est que bah, comme c'est un micro-framework, bah, t'as peut-être pas beaucoup de fonctionnalités par défaut. Le problème un petit peu, c'est qu'avec ces frameworks, c'est que le plus ils vont te donner de fonctionnalités, le plus ça va te prendre du temps à apprendre pour pouvoir bien utiliser ces fonctionnalités. Alors quand on te donne rien, et bah t'as rien à apprendre, tu vois, tu fais tes trucs à l'arrache. Peut-être c'est de la merde, peut-être c'est à l'arrache, mais au moins ça fonctionne et après, tu vois, tu peux toujours améliorer. Mais au moins, t'as mis un pied dans la porte, tu vois ce que je veux dire. T'as fait un pas en avant, quoi. Et le principal avantage, c'est que, bah, comme je t'ai dit, c'était simple, je connaissais déjà. Je vous recommande d'utiliser un truc que vous connaissez. Des avantages, bah, comme ça, comme on a dit, c'est un micro-framework. Et techniquement, les performances à l'échelle, ça veut dire que quand tu vas avoir ton application commence à avoir beaucoup d'utilisateurs, peut-être c'est pas le meilleur truc. Mais après, quand on dit performance à l'échelle, c'est quand on commence à arriver à vraiment, vraiment beaucoup d'utilisateurs. Parce que probablement 98% des applications, elles n'arrivent jamais à cette échelle-là. Donc c'est ça aussi un truc, c'est que souvent, on pense trop loin, on se dit, ah mais est-ce que ça scale, est-ce que ça truc? Alors que mec, ton appli, il jamais plus que 30 users, genre, tu vas jamais scale. Donc tranquille. C'est plus important de sortir un truc qui fonctionne, et après, le jour où tu as beaucoup d'utilisateurs et que ton appli a ralenti, bah là, c'est un bon problème. C'est là, tu dis, ok, bah là, mon appli a du succès, je vais pouvoir changer des trucs, optimiser pour que ça. Mais avec Flash, c'est pas comme si avec Flash, dès que tu vas avoir plus que 3 users, ça va bugger, tu vois. C'est que vraiment, euh, c'est ça, c'est que genre. Et pour plus, en fait, tu peux aller à l'infini parce que tu peux scaler horizontalement, tu sais, tu peux rajouter des serveurs, etc. C'est juste que une même appli optimisée avec Flask et une même appli optimisée avec FastAPI, bah, celle qui est en fait avec FastAPI, elle pourra sûrement servir un peu plus d'utilisateur euh, que celle qui est faite en Flask sur une même machine. Mais comme je vous dis, avant d'arriver à saturer une machine, déjà, c'est que ton appli elle a beaucoup de succès. Et donc, du coup, c'est un bon problème. Donc, petite démo. Euh, Petite démo. Encore, ça ressemble à un Hello World en Flask. On voit déjà qu'il y a un milliard de moins de fichiers. Tout ce qui est genre la code sandbox, ça c'est même pas. C'est juste parce que c'est la plateforme sur laquelle je suis qui rajoute ça. Et pareil, ces trois trucs-là sont là pour rien. Notre module, c'est là pour rien aussi. Je sais même pas pourquoi c'est là. Donc en fait, ce que tu as juste besoin, c'est du. Ouais, c'est juste de ça, de ton hello.py qui fait 10 lignes
Et c'est ça. Et à la limite ouais, c'est ça. Et un requirement, c'est juste, c'est l'équivalent du package.json. Tu as deux fichiers au lieu de 50 du côté de Flask. Et tu as 10 lignes de code au lieu de 50 000 sur, sur truc. Je crois que j'ai compté. Le Hello World de Next, par défaut, il y a genre 17 000 lignes, un truc comme ça. Pour afficher juste une page statique. Là, on en a 10. Donc 17 000, 10. Tu vois, il y a petites différences. Et donc, en gros, là, ça marche, c'est simple. Tu vois, tu importes Flask, tu crées une application Flask, et ensuite, tu déclares tes routes. Donc là, je veux dire, ma route, c'est ma route par défaut, slash, c'est mon, ma route par défaut, quoi. Et bah, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne Hello World. Et là, tu arrives ici, boum, Hello World. C'est fini. Aussi simple que ça. Ça, t'es même pas obligé de l'avoir, c'est plus pour si tu veux lancer. Même si tu enlèves ça, tu peux toujours. Ton appli, elle marche toujours. Tu peux faire Flask run ton fichier, et puis ça marche. Si vous voulez, si vous voulez, peut-être tout à l'heure à la fin, je vous montrerai une version un peu plus avancée de mon truc en Flask. Après, faudra que je fasse gaffe à essayer de pas trop leak des trucs. Mais par exemple, tu vois ici, j'ai un fichier où genre j'ai une route. Alors, je vais zoomer un peu comme ça, vous pouvez voir. Euh, Là, la route, c'est slash template, slash, et là, ce sera un ID. Donc, du coup, par exemple, là, si ça, cette route, elle sert à récupérer un template, et bah, tu fais slash template slash 3, et du coup, ça récupère le code ici, va dans la base de données, récupère le template 3, et ça retourne un objet en JSON qui est le template 3. C'est juste pour vous donner un exemple peut-être un peu plus concret de à quoi ça ressemble, mais alors, ça, déjà, ça vous donne le contraste entre ce qu'il faut. Euh... This website is no longer updated. Go to react.dev. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est juste pour vous montrer un peu une idée de quoi ça ressemble rapidement, mais je pense que c'est un bon exemple de montrer que c'est simple. Tu as une route, la route c'est slash ce que tu veux, et on retourne ce que tu veux. C'est du Python, voilà, tu vois, tu fais ton petit script. C'est tranquille. Ensuite, SQLite, je vais passer rapidement sur Flash sur SQLite pour arriver plus dans le camp du sujet. Pourquoi SQLite? Parce que, pareil, comment faire plus simple? À la base, j'utilisais une base de données en. En fait, à la base, je voulais pas hoster ma base de données moi-même parce que tu vois, c'est chiant une base de données. Il faut que tu la sécurises, il faut que tu l'optimises, il faut qu'elle tourne, il faut que tu la startes dans ton environnement dev, etc. Il faut que tu importes tes données, que tu les exportes, que tu fasses tes migrations. Non, c'est potentiellement, c'est des problèmes. Alors du coup, je me suis dit, bah, je vais utiliser des bases de données serverless. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais tu as des outils qui sont assez cool, du genre Neo, ou par exemple AWS RDS serverless, qui sont en gros des bases de données où là, en gros, ouais, tu vois, là, par exemple, ça donne un exemple. Peut-être on peut même tester, tu vois, par exemple. Si je fais bah, ce qu'ils m'ont donné. Voilà, tu vois, genre, ils me créent une base, ils m'ont créé une base ouais, bon, bref, on s'en fout. Mais c'est qu'en gros, ça te donne tu cliques, ça te donne une base de données avec une URL, et puis tu te connectes dessus, et c'est eux qui gèrent, c'est eux qui backup, c'est eux qui font en sorte que le truc reste up, qui est optimisé, et tranquille. Et tu as un petit pricing qui va être free au départ, et puis dès que tu vas consommer un peu plus que 500 mégas, là, tu vas payer. Donc, je me suis dit que je vais utiliser ça. Le petit problème avec ça, c'est que, oui, je m'en occupe pas, mais comme mon projet, j'aimerais qu'il soit gratuit ou le moins cher possible, bah, quand tu commences à utiliser des outils comme ça qui te simplifient la vie, c'est le genre d'outil qui était le pricing, c'est le genre d'outil où le pricing, ah, viens, c'est gratuit au départ. C'est gratuit pour les premiers trucs. Et dès que tu passes le threshold, tu commences à te faire fister. Pour rester poli. C'est le même genre de truc que j'ai eu le même problème avec des outils comme Auth0 par exemple, ou qui te permettent de simplifier l'authentification vers ton site. Sauf que du coup, ouais, c'est gratuit au départ, mais dès que tu dépasses un certain nombre d'utilisateurs, bah, tu commences à te faire allumer. Et le pricing est vraiment. Tu te dis, ouais, ça va être dégressif, mais en fait, non, c'est progressif, très profond dans ton cul comme ça. Bam.
Donc bref, donc ce genre d'outil-là, c'est pour un truc qui est pour un outil qui est que tu veux être gratuit ou pas cher. Si tu as l'argent, si tu fais un produit qui, tu sais, qui coûte cher et que, enfin, tu sais, imagine tu fais un SaaS et que chaque client paye 100 balles par mois, bon, c'est pas très grave si tu as deux trois outils qui te coûtent 50 balles. Mais si tu fais un truc qui est gratuit, bah tu peux pas trop te permettre, tu vois. Donc, tu es obligé de faire des trucs un peu custom. Et, euh, et c'est ça. Et donc, comment faire plus simple que pas de serveur? Et ben, encore plus simple, c'est pas de base de données. Et donc, SQLite, c'est un fichier qui est sur ton serveur. Et que, et en gros, ton application pense que ce fichier, c'est la base de données. Donc, t'as pas de réseau, ça utilise le fichier. Donc, du coup, tu as potentiellement des meilleures performances en lecture parce que tu passes pas par le réseau, c'est directement dans un fichier en local qui est dans la RAM parce que le fichier est tout petit et tout. Donc, c'est grave rapide. C'est plus simple. Si tu veux le backup, tu peux juste le copier, le mettre de côté quelque part. Il n'y a pas besoin de s'assurer que ce soit up. C'est pas up ou down, c'est juste le fichier existe, c'est bon, c'est là. Tu vois. Donc, ça simplifie dans ton environnement de dev parce que tu n'as pas besoin d'avoir une base de données en local sur ton truc. Ça simplifie. Bref, tout est plus simple parce qu'il n'y a pas de base de données. Donc, tu n'as pas de problème. Donc, c'est pour ça. Souvent, ce qu'on dit avec. Donc, bon, je finis pour les avantages. Tu n'as pas de network, tu n'as pas de credentials. Donc, pareil, ça fait que tu n'as pas de credentials potentiellement qui peuvent leaker dans ton repo, etc. Quoi, parce que tu n'as pas de credentials. Tu peux pas leaker. Tu peux pas leaker de secret si tu n'as pas de secret. Pas besoin de ça, d'être sûr que ça soit démarré ou que ce soit up ou d'en avoir plusieurs en fonction des environnements. Non, non. Tu veux changer d'environnement? Boum, change de fichier. C'est aussi simple que ça. Et même si jamais tu veux l'inclure dans ton repo, par exemple, tu veux que les devs ils puissent facilement faire ce qu'ils ont à faire, bah, tu bouffes, tu le commits dans ton repo, c'est bon, c'est fichier. Ta base de données déjà populée, tranquille. Et tu as des bonnes perfs. Genre, souvent, c'est un truc SQLite, c'est un truc qu'on utilise plus pour le dev, parce que de manière un peu temporairement, tu vois, on dit, ah, on va pas utiliser ça en prod, c'est pour le dev SQLite. Sauf que il y a beaucoup de cas où tu vas avoir des meilleurs perfs avec SQLite qu'une vraie base de données. Et les avantages qu'on va trouver en général, c'est que pourquoi est-ce qu'on peut pas utiliser ça en prod? Euh, parce que t'as pas de. Ouais, le plus gros désavantage, on va dire, c'est que tu peux pas scale, dans le sens où c'est pas partagé. Si tu as plusieurs applications, qui doivent accéder à la même base de données, plusieurs serveurs qui doivent accéder à la même base de données, bah, ils ne peuvent pas parce que c'est un fichier. Donc, le fichier, il est sur une seule des machines. Donc si tu sais dès le départ que tu vas avoir besoin de scaler horizontalement, tu vas avoir rajouté plusieurs machines, bah ouais, peut-être c'est pas le meilleur choix. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, 95% des applications, elles vont jamais jusqu'à cette étape-là. De ah, on a trop d'users, il faut qu'on scale. C'est pratiquement jamais le cas. Déjà, pour une appli normale, c'est pratiquement jamais le cas. Mais pour un proof of concept ou pour un outil interne ou pour un projet perso, c'est 99,999% du temps, c'est jamais le cas. Donc, pourquoi prendre un truc plus compliqué qui me rajoute des features? Oui, mais ces features, j'en ai pas besoin. Je me fais juste me compliquer la vie. J'ai des inconvénients sans les avantages, si tu veux. Et le désavantage, c'est que tu n'as pas de feature avancée, ou par exemple, tu es dans Postgre, dans une vraie base de données, bah, si tu veux faire enregistrer des données géographiques, données GPS, bah, là, tu as un module juste pour ça. Si tu veux faire du sharding, tu as un truc juste pour ça. Si tu veux stocker des vecteurs parce que tu utilises des modèles d'IA et que tu as besoin de. Bref, tu peux enregistrer là-dedans. Tu peux faire un milliard de trucs. Alors que dans SQL, c'est simple, tu peux faire du SQL de base, mais c'est ce que tu as besoin 99% du temps. Euh, et même dans ce cas-là, où si jamais vraiment le jour où tu as besoin de scale, bah, c'est pas très compliqué. Comme c'est quand même SQL, le jour où tu changes ton ORM dans ton application, et genre tu peux utiliser Postgre, et t'auras rien à changer dans ton appli. Je pense que tu auras zéro ligne de code à changer dans ton appli si jamais tu veux passer à une vraie base de données. Donc en fait, tu n'as aucun inconvénient. Et en plus de ça, il y a des outils comme, je crois que c'est DQLite ou DQLite, qui est une base de données SQL distribuée. Donc en fait, c'est toujours du SQLite, mais ça distribue le fichier sur plusieurs serveurs. Comme ça, tous les serveurs peuvent avoir la même accès à la même donnée. C'est ce qu'utilise LXD par exemple. Euh, je ne sais plus s'il est là, Sensei. Il aurait été content d'entendre parler d'LXD. LXD, c'est un orchestrateur de conteneurs, un peu comme Kubernetes, mais pour la base de données, j'utilise DQLite. Donc c'est un vrai truc utilisé en prod par plein d'entreprises. Et c'est SQLite. Donc voilà. Petite démo.
Ouais, c'est juste pour vous montrer, hein, mais bon, si vous avez déjà fait une requête SQL dans votre vie, vous savez de quoi je parle. Où est-ce que j'ai mis ma démo? C'est ça. Donc, tu veux SQLite, il te faut si tu veux l'utiliser en ligne de commande, c'est pas obligé, pas obligé, hein, parce que si tu n'as pas besoin d'utiliser en ligne de commande, tu n'as pas besoin, mais si tu veux l'utiliser en ligne de commande, oula, bon, bref, apt install SQLite 3 et c'est bon, c'est fini. Après, tu veux créer une base de données, bah, tu fais SQLite 3 que tu viens juste d'installer. Oula, attends. SQLite 3, voilà. Et là, tu crées ta base, ma base.db. Je mets .db, mais ça peut être ce qu'on veut. Là, on veut créer une table. Là, je pense que c'est un peu chiant parce que j'ai du mal à faire des copier-coller dans ce truc-là. Ok, c'est bon. Là, boum, j'ai créé une table. Si je fais .table, et ben, j'ai une table qui s'appelle user que je viens de créer ici. Et si je veux insérer des données dedans, tac, paste, et il va pas kiffer. Bon. Le copier-coller marche vraiment mal. Ok. Il m'a rajouté un caractère à la fin. Ok, je pense que c'est passé. Okay. On va voir si je fais select all from user. Attention, suspense. Voilà, c'est bon, j'ai Alice et Bob qui sont rentrés dans ma base de données. Donc, juste pour vous dire que là, bah, j'ai ma base de données, je fais mes requêtes SQL comme dans une base de données normale, sauf qu'en fait, il n'y a pas de process qui tourne, il n'y a pas de démon. Quoi. Là, si je fais ici, j'ai ma base.db. C'est ça, ma base de données. C'est ce fichier-là. Et donc, en fait, quand je vais faire mon application, elle se connecte. Elle se connecte à rien, en fait. Elle fait juste ouvrir ce fichier et faire des requêtes SQL dedans. C'est le conteneur VS Code Server. Ouais, c'est. Moi, je sais pas celui que je suis en train de faire. Je sais pas si ça t'entends que tu en train de parler. Mais oui, ça. Mais non, c'est pas. En fait, non, c'est juste un outil qui s'appelle Code Sandbox. Mais oui, ils utilisent VS Code Server. Tu as même une extension VS Code pour edit le SQLite direct. Ouais, c'est ça. Quand même c'est assez pratique. Tu as Flask SQL Alchemy qui est vraiment pratique, facilement migrable de SQLite vers MongoDB, MariaDB. Tu vois, exactement, c'est ce que je disais à Fanny Gran, c'est que même si un jour tu découvres que tu as une limite dans SQLite qui fait que tu veux utiliser autre chose, et bah si tu utilises SQL Alchemy, qui est un ORM, en gros c'est une surcouche en gros dans ton appli pour pouvoir plus facilement interagir avec ta base de données, bah, quand tu switches ta base de données, cette surcouche fait que c'est transparent pour ton application. C'est-à-dire ton application avant elle était dans une SQLite, bah, choup, tu changes ton SQL Alchemy pour qu'il se connecte vers un Postgre, maintenant c'est du Postgre. Un jour tu veux changer, tu le changes, bah, si tu changes de Postgre à Mongo, là tu risques d'avoir ça risque d'avoir des changements à faire parce que c'est plus du SQL. Mais en tout cas, si tu passes de Postgre à MySQL, MySQL à SQLite, il y a un zéro changement dans ton, dans ton app. ORM, ça va être ORM, Object Relational Mapper. Tu vois, c'est un peu ça. En gros, dans ton appli, pour donner un exemple, euh, si tu vois ici, tu vois, là par exemple, j'utilise SQL Alchemy et je crée des classes. Je crée c'est quoi un user, c'est quoi un template, c'est quoi etc., etc. Et quand je crée ça, en fait, je dis à SQL Alchemy, bah, en fait, un user, il a un ID c'est une clé primaire, il a un email, l'email il doit être unique, il a un prénom et il a un rôle. Et en gros, quand j'utilise après dans mon application, quand j'utilise mon user, eh ben, j'utilise comme si c'est une classe dans mon application, sauf que SQL Alchemy va le mapper aux tables qui sont dans ma base de données. C'est pour ça que je dis que si demain je change de base de données, euh, et bah en gros, bah, cette surcouche ici va faire que pour mon application, ça va rien changer parce que mon application elle utilise des classes ici. C'est pas mon application qui fait des requêtes SQL. C'est SQL Alchemy qui fait les requêtes. Donc quand je vais dire à SQL Alchemy de utiliser autre chose, et bah pour mon application, ça lui changera. Pour Alice et Bob, très vite, mais très vite, on a rencontré des cas métiers où c'est la base. Ouais, sûrement, mais aussi probablement pas, surtout sur une petite appli. Quoi. Et si c'est le cas, voilà, il y a peut-être une ligne quelque part. Bref.
Évidemment, enfin, puis il y a toujours des exceptions. Quand je dis quelque chose, c'est jamais dans l'absolu, tu vois, mais quand je dis quelque chose, c'est dans 95% des cas, ça va être le cas. Avant d'être bloqué, il faut le faire quand même. Ouais, si t'es bloqué, c'est plus si par exemple tu utilises quelque chose qui. Franchement, je sais c'est même pas toi qui fais les requêtes. Donc, ouais, franchement, ça doit être difficile d'être bloqué. Surtout pour une petite app. Donc bref, on continue vite fait. Si je retrouve mon slide, voilà. On arrive à HTMX. Moi, je dis, on fait tout en design, première année. Ouais, bah ouais, on fait tout en YAML même. HTMX. Donc, comment je tombe un peu sur HTMX? Parce que c'est un peu, je sais pas, il y a un petit peu. C'est surtout. Peut-être vous avez déjà entendu parler. Je vais vous montrer au cas où c'est pas le cas, mais un des plus gros advocates de HTMX en ce moment, c'est ce mec-là qui est un streamer à la base, mais il met ses streams aussi sur YouTube, il s'appelle The Primogen. C'est un mec qui travaille chez Netflix et il fait un peu du React, en gros des news de tech, quoi. Et il parle souvent d'HTMX. Normalement, tu vois, si je cherche HTMX, il doit en parler assez quelque part, mais j'arrive pas à voir où. Ah bah voilà, la dernière vidéo, elle parle d'HTMX. Donc bref, et donc lui, il est tombé dessus un petit peu et il a commencé à bouger. Bref, c'est là où j'ai commencé un peu à entendre parler, je pense, en premier. Et puis après, petit à petit, j'ai vu. Tu sais, c'est comme tu sais, sur YouTube, hein, quand tu regardes un truc, bah après, il te propose 10 millions de trucs. Et là, petit à petit, je me dis, ah ouais, mais c'est. Ouais, The Vim, c'est ça. C'est aussi un advocate de Vim et un advocate aussi des claviers mécaniques bizarres. En tout cas, bref. Ah, c'est marrant, je vous recommande si vous parlez anglais. Et, voilà. Et en gros, HTMX, c'est un framework, on va dire, même si eux-mêmes, quand tu regardes sur leur site, ils disent ouais, non, nous, vous comprenez, on n'est pas un framework, on est plus que ça, on est une philosophie, tu vois. C'est presque une secte. et, euh, mais c'est vraiment vrai. Moi, j'adhère à la secte. Je suis membre. Et la philosophie, c'est que on a toute cette merde, cette couche de merde, ce château en briques de merde dans le front-end. Le mec a créé HTMX, il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, au lieu de rajouter une couche de merde comme tout le monde, et de réinventer un nouveau framework comme tout le monde qui règle un ou deux problèmes et qui en rajoute 50, on va juste revenir à la base. Parce que là, je suis en train de régler des problèmes que je me suis causé dans la couche de merde numéro 3. Donc si j'avais pas la couche de merde numéro 3, j'aurais pas besoin d'ajouter à la couche de merde numéro 17. Donc on va juste revenir à la couche 1. La couche 1, c'est quoi? HTML. HTML et REST, HTTP. Les requêtes GET, POST, etc. Donc, qu'est-ce que. En fait, on a HTML, on a rajouté petit à petit des trucs, mais c'était quoi le problème qu'on avait? C'est juste qu'on voulait rajouter un petit peu d'interactivité. C'est pour ça qu'on a rajouté JavaScript, et c'est pour ça que derrière, après, c'est parti en couille. Donc, on s'est dit, au lieu de rajouter des trucs, pourquoi est-ce qu'on n'étend pas un petit peu le HTML juste pour rajouter quelques petits trucs, pas un milliard de trucs compliqués, juste quelques trucs, juste assez, pour faire en sorte que on ait 90%, 95% de l'interactivité qu'on a besoin. Et comme ça, on n'a pas besoin du reste. Donc c'est pas comme parce que je parlais de ça avec Flappy hier, il me disait ouais, le but d'HTMX c'est de supprimer JavaScript. C'est pas de supprimer JavaScript. C'est juste que comme on revient à la base, c'est un side effect, un effet secondaire, le fait qu'on n'a plus besoin de JavaScript. Si tu veux, il y a quand même des cas où si tu veux rajouter un peu de JavaScript, il y a même des cas dans la doc de HTMX où ils vous disent, bah, ouais, si tu veux faire ça, utilise ce petit code de JavaScript et voilà, ça va le faire. Donc c'est juste un effet secondaire que 90% de ton JavaScript, il disparaît. Donc ça, le but, c'est un peu de revenir à la base, de juste rajouter quelques petits trucs dans le, dans l'HTML, qui n'a pas changé depuis l'HTML qu'on a maintenant, même si on dit HTML5, il n'y a presque rien qui a changé par rapport à l'HTML1 de 1980. Tu vois. Quand tu regardes une page HTML, c'est toujours des divs, c'est toujours des A et des P, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, si on pourrait rajouter quelques petits trucs, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de toute cette couche. Donc, c'est quoi les avantages? Simple à apprendre et mettre en place.
Il y a peut-être, je sais pas, une vingtaine d'éléments, tu vois, et puis il y en a, sur les 20, il y en a 5 à retenir, et puis après c'est fini, tu vois. Donc c'est très, genre, là je vais vous montrer, là, en 10 minutes, vous allez capter le concept direct. Facile à mettre en place aussi. Comment est-ce qu'on installe HTMX? Bah, ok. Euh, J'essaie de retrouver mon autre page. J'ai un peu du mal. Comment est-ce qu'on installe HTMX? Comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, c'est juste, c'est une ligne. Il n'y a pas de. Alors pour installer, il faut que tu installes l'installeur et l'installeur va installer un autre installeur qui lui va installer le framework et qui va installer le framework. Non, non, c'est fini ça. Là, on fait ça. On fait une copie-coller cette ligne-là, c'est fini. HTML, c'est installé. Et ça, l'avantage, c'est que ça, si tu fais ça, si tu faisais ça il y a 10 ans, ça marchait. Si tu fais ça aujourd'hui, ça marche. Si tu fais ça dans 10 ans, ça marche encore. Alors que ton installeur de machin, dans 6 mois déjà, il marche plus. Parce qu'il y a tellement de dépendances de machin que il y a un tel qui va, telle version qui va se mettre différent, qui est incompatible avec telle autre version de tel autre truc. Genre, c'est pas futur. Euh, Donc c'est pour ça que c'est facile à mettre en place. Il n'y a pas ou peu de JavaScript à ajouter, même si c'est pas le but. C'est juste que je trouve que t'as pas besoin de beaucoup de code à rajouter pour faire tout ce que tu as besoin de faire. Ça permet, ce qui va peut-être aussi beaucoup vous plaire, ça permet de garder le contrôle du front, même si on est plus back, si on est plus sysadmin, on est plus habitué à faire des scripts, ou si on est plus développeur back-end, ou encore plus si on est front-end, où on a un peu le contrôle sur tout, mais que le front-end, ça nous casse un peu la tête. Bah là, ça permet de récupérer un peu de contrôle, plus du côté back. Tu vois. Donc ça, c'est pas forcément ce qui plaît à tout le monde. Si tu es plus front, au contraire, tu vas avoir plus de contrôle côté front, mais dans notre type de profil, en général, c'est plus ça. Quoi. La mauvaise foi en sueur. Les pros JavaScript en sueur. Pourquoi, Flappy? Donne-nous des vraies raisons. Je veux bien débattre, mais il faut des arguments. Et bah, c'est simple, ça fait 14 kilobits. Donc, du coup, ça fait que dans ton appli, bah, ça va être performant. Pourquoi je le mets? Parce que c'est pas une si grosse différence par rapport à React. React, je pense qu'il fait. Genre, c'est gros, mais c'est pas non plus 10 mégas, tu vois. Je sais pas combien c'est, mais ça doit être genre 800K, un truc comme ça, quoi. Mais dans React, un des gros problèmes aussi que tu as, et que même moi j'ai eu dans mes petites applications que je fais, c'est que rapidement tu arrives à avoir des problèmes de performance. Même si tu fais une petite app très simple, tu as des problèmes de performance de genre juste ta page qui a l'air simple, il y a peut-être une ou deux tables, deux, trois images, machin. Et ta page elle lag. Parce que ton navigateur il est là à galérer à recalculer. Alors attends, le DOM c'est de la merde, donc il faut un DOM virtuel, donc je vais calculer dans le DOM virtuel pour mettre ça. Vous voyez, à chaque fois, le traumatisme que j'ai eu du front-end, à chaque fois que je prononce ou que j'entends le mot React, j'ai des flashbacks, tu vois. Euh, j'ai déjà utilisé HTMX pour faire mes applications en Flash, c'est vraiment cool, mais vraiment pas pour faire du real-time. Bah, si tu peux donner un exemple, Fannigan, je veux bien voir, mais effectivement, il y a quelques cas où peut-être que pour faire du real-time, si tu veux afficher une donnée en temps réel, tout le temps, si tu as fait un petit peu, c'est correct, mais si tu fais tout le temps, on y reviendra. Mais si tu veux donner un exemple, ça peut être bien comme ça, j'utiliserai ton exemple. Et les avantages, c'est que, encore un nouveau truc à apprendre. Oui, mais dans 20 minutes, vous aurez appris. Donc, c'est pas une grosse perte si jamais vous ne l'utilisez pas. Un des plus gros problèmes, des vrais problèmes pour moi, c'est que le debugging est vraiment bof, voire inexistant. Dans le sens où si tu fais un truc et ça marche pas, tu as peu d'informations. Ce qui fait que c'est pas très grave, pour moi, c'est qu'en fait, c'est tellement simple que quand il y a un truc qui marche pas, genre, tu regardes dans ton code et c'est genre obvious. Vu que tellement c'est simple, tu vois tout de suite c'est quoi le problème. Mais s'il y a un truc sur lequel je trouve qu'il pourrait faire un effort, c'est plus là-dessus. Genre, quand il y a quelque chose qui marche pas, ça pourrait te dire ça marche pas parce que j'ai essayé de faire ça et ça marche pas. Tu vois. Comme ça, ça t'indique, ça te met vraiment le nez sur la ligne exactement où il y a ton erreur. Alors que là, en ce moment, t'as pas vraiment ça. Ça va juste pas marcher. Il faut que tu regardes ton code pour deviner qu'est-ce qui marche pas. Mais euh, c'est 1 milliard de fois plus simple que quand tu as un truc qui marche pas dans une appli en Next.js. Parce que là, tu as tellement de couches, de couches, de couches de trucs que ça va te dire alors dans tel submodule, à tel truc, il y a telle erreur, genre tu comprends rien.
Même si on te dit l'erreur est à telle ligne, tu ne sauras pas la fixer. Alors que là, c'est tellement simple que c'est trivial de fixer. Et un des avantages, en gros, que Flappily va nous dire, c'est que ouais, c'est encore un nouveau truc, et ça va potentiellement être aussi abandonné dans 6 mois, comme tous les autres frameworks JavaScript qui sont arrivés. Pour ça, je dirais oui et non, parce que techniquement, HTMX, ça existe depuis 2006, depuis 2020, je veux dire. Donc ça fait déjà 4 ans que ça existe. Et HTMX, ça vient d'un autre projet qui s'appelait Intercooler. Donc en fait, c'est le même projet, c'est juste qu'ils ont changé le nom. Ils ont changé le nom en 2020, et donc le projet Intercooler, il existe depuis 2013. C'est pas comme si c'était un truc qui vient de sortir. On en parle depuis 6 mois, mais ça existe depuis 10 ans, littéralement. En plus de ça, c'est tellement simple. Comme je t'ai dit, hein, euh, t'as juste ça pour l'installer. Ça, dans 10 ans, ça marche encore, tu vois. Alors que tu as une version de Next.js 2.0.4.23, mec, dans 3 semaines, elle marche plus. donc, donc c'est ça qui me fait, qui donne plus confiance, que c'est tellement simple qu'en gros, même dans 10 ans, les navigateurs ils vont toujours supporter la balise script, tu vois. Ça va pas bouger. Donc voilà. Ouais, désolé Flappy, si je prends toujours ton exemple, mais c'est parce que comme on en a discuté hier, du coup j'ai déjà je connais déjà toutes ces répliques. Donc je préchote à chaque fois. Euh, Et donc, du coup, je pense qu'on est arrivé un petit peu à la démo. Il me semble. Hein. Voilà, démo HTMX, voilà, très bien. Euh... HTML, user favorite programming language. Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je dis que c'est un peu un mime HTMX. Dans le sens où c'est genre, ok, mais attends, mais que tu es en train de m'expliquer qu'on va faire une application, une single web app, une single web application en HTML sans CSS, c'est quoi là? C'est quoi le concept? Le concept est le suivant. On a un exemple ici. Euh, voilà. L'exemple, il tient en 20 lignes. Euh, on importe HTMX. Dis-moi si vous voyez bien ou si vous voulez que je zoome un peu plus ou quoi. Parce que je sais que j'ai un écran un peu balèze, donc ça se peut. Je vais rajouter un petit coup de zoom pour le plaisir. Donc ça. Donc là, tu as du HTML. Et en gros, ce qu'on fait, c'est que c'est juste une table en gros. Comme on a l'habitude, on veut juste afficher. Là, ce qu'on veut faire en général, la plupart du temps, c'est afficher des données. Et de temps en temps, on veut être capable de modifier ces données. Donc pour la partie afficher des données, là, ce qu'on fait, merci Machou, et bah en gros, on fait notre table comme d'habitude, c'est une table, notre table elle va avoir un head, le head c'est ça, en gros, c'est le titre en gros, de chaque colonne, et ensuite, un TR c'est une row, donc une row c'est une ligne, bah, chaque ligne, ça va être une information. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, dans le body, on va lui dire, ça c'est le body de ma table, et on va juste rajouter 2-3 trucs ici, on va lui dire hxget, donc hx pour htmx, get. Donc c'est-à-dire, on va dire que tu vas faire une requête get sur slash contact. Et hxtrigger, ça veut dire à quel moment est-ce qu'on va faire ça? Et ben au moment au load, au moment du chargement de la page, donc direct. Dès que la page se charge, on fait direct. Donc là, dès que la page se charge, HTMX va aller faire une requête vers slash contact. Et slash contact, lui, il contient du HTML. Et ce HTML-là, je viens de fermer la page, ce HTML-là, et bah, il va être injecté à l'endroit où il y a le tbody. Donc là, dans le tbody, à la base, il y avait une row qui dit loading. Bah, ça va être supprimé. Et il y a ça qui va être collé dedans. C'est ça, c'est ça que HTMX a fait. Donc, il récupère la donnée et il l'injecte automatiquement. Et là, le loading, lui, il apparaît juste pendant une milliseconde parce que le temps que ça charge. Mais c'est tellement rapide que bah, on n'a même pas le temps de le voir. Mais ça fait quand même aussi pour montrer que ça gère si on veut avoir une donnée en attendant que la vraie donnée arrive, et ben on peut afficher ça ici. Donc ça, c'est le concept de base. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien que mon backend, ça reste une API.
Donc en gros, que mon backend, il me réponde juste du JSON. Parce que ça simplifie, ça fait en sorte que si tu veux l'utiliser avec plusieurs front-ends, tu vas avoir une appli web, une application mobile ou un truc comme ça, bah, genre, ils peuvent tous communiquer avec le même backend. Et ça simplifie. C'est juste. Ouais, ça aussi, ça sépare ton backend, il a ses objets en JSON et t'as ton front-end, ça simplifie un peu. Et Flappy, il sera d'accord avec moi, pour une fois. donc, euh, donc là, ce qu'on fait. Donc, là, le truc, c'est qu'il faut que ton backend te réponde des morceaux d'HTML. Ce que tu peux faire, c'est parfaitement. C'est même la façon par défaut de HTMX. Mais moi, je trouve que ça serait encore mieux si ton backend il pouvait te répondre en JSON et que là, dans ton front-end bah, prenne les infos du JSON et puis fasse du beau HTML avec. Je trouve qu'on peut faire ça avec HTMX. Donc, c'est pas par défaut, il faut rajouter une extension d'HTMX. Donc, du coup, là, ça fait que j'ai mon HTMX ici et j'ai une extension pour, euh, pour gérer les client-side templates. On va voir juste après c'est quoi. Et une extension pour Nunjux parce que c'est ce langage de templating que j'utilise, mais tu peux utiliser celui que tu veux. Ça en gère 4 ou 5, je sais plus, j'ai plus la liste exacte. Mais tu as Jinja, Nunjux, Moustache, n'importe quel langage de template que vous avez déjà utilisé. euh, Populaire, quoi, bah, c'est géré. Donc, ces deux trucs-là. On retrouve la même chose. On a notre table avec notre trader ici. Sauf que là, ici, mon hxget, il va aller récupérer cette URL-là. Cette URL-là, c'est ça. C'est une liste. Alors, je vais faire que je sinon on voit rien. C'est une fausse API pour l'exemple, hein, mais imagine que ça c'était votre backend, vous lui demandez la liste des users et votre backend il vous retourne ça. Et il retourne un user qui a un tableau où il y a plusieurs users. Donc là, tu as l'user 1 qui s'appelle Terry, ensuite tu as l'user 2 qui s'appelle Sheldon, etc. Donc là, HTMX, il va faire une requête à ça, au chargement, dès que ça va charger. Et là, on va lui dire, bah, tu vas utiliser les client-side templates et tu vas changer l'intérieur de ta truc. Quand même, techniquement, même ça, je pourrais l'enlever, parce que ça, c'est le comportement par défaut. Ça, c'est juste pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on va changer. Est-ce qu'on change euh, inner HTML, c'est ça, parce que là, on est dans la balise body. Donc, inner HTML, c'est ce qu'il y a dedans. Mais tu peux dire aussi outer HTML. Tu peux dire, en gros, change-moi tout ça. Et tu peux aussi dire, change-moi un truc qui n'a rien à voir, change-moi ça. Tu peux faire ce que tu veux. Et donc ici, on va lui dire, bah, donc une fois que tu as récupéré mes données ici, bah, qu'est-ce que tu vas en faire? Et bah, tu vas utiliser le template qui s'appelle user. Et là, on arrive et on finit notre truc. Où est-ce qu'il est le template user? Il est en bas ici. Il est en dehors de mon body parce que lui, il va pas être affiché. C'est un template. C'est là juste pour aider. Et mon template, qu'est-ce qu'il me dit? Et bah, tu vas me prendre pour la liste des users, parce que comme tu vois ici, là, ça me donne un tableau qui s'appelle users. Donc, tu vas itérer avec for. euh, et pour chacun des users qu'il y a dans la liste de users, et bah, tu vas me créer une row. TR, c'est une row, c'est une ligne. Et donc, ça ajoute la row, et dans chaque row, il y aura le first name, le last name et l'adresse email. Et là, boum, 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 boum. Donc, en gros, il récupère ça. Terry, Sheldon, je sais pas quoi. Et il te met la liste Terry, Sheldon, blablabla. Là, ils sont pas dans le même ordre parce que dans voilà, si c'est un arrière, non. Mais c'est dans le langage de templating, parfois tu peux faire un truc du style, tu peux faire du filtering, par exemple, tu peux dire genre order by, et tu peux mettre par ordre alphabétique ou par ordre de ID ou par ce que tu veux, quoi. Tu peux faire comme tu veux, mais là, je n'ai pas mis pour simplifier. Et c'est ça. Et ça, en gros, d'où est-ce que ça vient ce for, ce for, etc. Ça, c'est le langage de templating Nunchucks. Ils permettent tous de faire la même chose, en gros, d'avoir des boucles et de pouvoir faire des templates. Et donc, en gros, bah, c'est ça qui se passe. On récupère notre JSON et on utilise le template user. Et pour chacun des users, et ben, on crée des rows et qu'on vient ensuite insérer ici, dans ma table. IE par Word par Contabo 2006. Jinja, voilà, c'est ça. Par exemple, Flanagan, Jinja, c'est un autre exemple. Je pense même que Nunchuck, c'est un dérivé de Jinja.
voilà, donc là, ça fait qu'on a notre backend qui est en JSON, tranquille, et on a notre front-end qui, lui, peut afficher les data qu'il récupère du JSON de la manière dont tu veux. Donc là, c'est cool. Qu'est-ce qu'on aime bien faire aussi, c'est on aime. Ah oui, c'est pour ça que c'était pas le bon, parce que c'est ça, parce que c'était index 2. Et là, c'est bien dans le bon ordre. Terry, Sheldon. Ce qui peut être cool aussi, c'est de pouvoir. Bah là, on peut voir nos données, c'est bien, hein, mais ça peut être bien aussi de éditer nos données. Donc là, c'est la même version, on a juste rajouté deux petits trucs. On a rajouté deux boutons. Donc là, j'ai toujours le même concept de je vais récupérer mes users. Donc là, ils sont récupérés. euh, Ça, on va revenir au départ. Ils sont toujours récupérés au même endroit. Demi-JSON 1, ça récupère mes users. Et donc, ça me les affiche. Et donc, dans mon template user, là, au lieu de. Bah, ça fait toujours rajouter une row. Là, comme on voit ici, c'est juste une row, c'est une ligne. Sauf que dans la ligne, bah, j'ai toujours mon username et mon email, mais j'ai rajouté deux boutons. J'ai un bouton pour delete et un bouton pour edit. Ici, delete et delete. Mon bouton pour delete, et ben, c'est simplement un hx delete. Donc en gros, là, si vous vous souvenez, là, avant, on faisait un hx get pour pouvoir faire un get, une requête get. C'était en HTML, en HTTP. Il y a plusieurs types de requêtes. Les requêtes de base sont les get. Ensuite, tu as les requêtes post pour pouvoir envoyer des données. Puis tu as des requêtes put pour pouvoir modifier un objet. Tu as des requêtes delete pour pouvoir delete un objet. Euh, donc ça. Donc là, hxDelete, ça va envoyer une requête de type delete à l'user en question. Parce que là, comme on est dans un template, de la même manière qu'on récupère le first name et le last name et l'email, etc., bah, on a aussi le user ID. Et donc, du coup, on peut construire l'URL comme ça pour lui dire, bah, tu vas envoyer une requête delete sur mon API /user le user ID de l'user en question. Donc lui, là, le coup, si je regarde delete ici, et bah, le delete, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais au pire, croyez-moi sur parole, bah, le delete ici, il va sur demi-user.com/user/1. Et si je regarde lui, et bah, il va sur demi-user/user/2. Ça automatiquement. Swap, au lieu de lui dire bah, qu'est-ce que tu vas. Parce que d'habitude, HTMX, il prend le résultat de la requête et il utilise ça pour remplacer l'élément que tu veux. Bah là, au lieu de remplacer un élément, on va juste delete. Et on delete quoi? Le closest tr, ça veut dire la row la plus proche. Parce que c'est pas le bouton qu'on veut delete. On veut delete la row. Et donc le closest tr, le tr ici, bah, ça va delete toute la row. Donc ce qui fait, ça fait que quand je clique sur delete ici, et bah, ça envoie une requête delete et ça efface la ligne dans ma table ici. Et ça règle un des, des gros problèmes qu'on a avec les autres frameworks, euh, 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 Front-end, React et compagnie, c'est que synchroniser les datas qui sont affichées avec les datas qui sont vraiment en base de données, c'est souvent un gros problème. Euh, en fait, dans un framework normal, tu dirais, OK, on delete, on essaye de delete, parce que imagine, tu cliques sur delete et ça ne delete pas vraiment. Bah, du coup, tu te retrouves avec un truc qui n'est pas la vérité, tu vois. C'est-à-dire que sur ton front-end, c'est delete, mais en vrai, quand tu refresh, c'est encore là. Donc là, avec HTMX, le concept, c'est qu'on utilise on utilise toujours le front-end comme source le back-end comme source de vérité. Ça va être c'est pas le meilleur exemple pour delete, mais pour edit, ça va être un peu plus clair. Là, si je refresh of course, évidemment, c'est pas delete parce que, comme je vous ai dit, j'utilise une fausse API. Et quand je delete, je delete pas vraiment la fausse API. Mais ça va être plus obvious quand on va edit. Qu'est-ce qui se passe quand on edit? On va se mettre en... Pardon. On va se mettre en de la disturb. Qu'est-ce qui se passe quand on édite? C'est parce qu'on a notre autre bouton ici. Lui, il fait une requête get, cette fois,
sur le user en question. Donc ça veut dire que là, si je fais edit sur Terry, il va faire une requête, mais au lieu d'avoir la liste de tous les users, il va avoir la liste, il va avoir juste Terry, Teril plutôt. Et on va le changer. On va changer la row avec un autre template qui s'appelle edit template et qui est juste en dessous. Et edit template, quand je fais edit là, bah, ça change ma row avec des. Au lieu d'avoir du texte, et bah, ça me met des champs input. Avec le. Là, du coup, j'ai un champ de plus parce que dans name, j'ai mis first name et last name. La first name, last name et adresse email. Et le bouton, et ça rajoute aussi le bouton save. Et le bouton save, qu'est-ce qu'il fait? Bah, lui, il fait un chix put pour pouvoir envoyer une requête euh, à l'API avec toujours le bon user ID. Et donc, du coup, ça fait que quand je change ici, si je mets coca, admin, coca at admin.com et que je fais save, et bah le backend, peut-être ça aurait été bien si. Attends, on va recommencer comme ça, vous allez voir la requête qui a été faite. Si je refresh, ça revient. Attends, blablabla. Pourquoi il voit rien? Ok, là, c'est bon, ça marche. Ok. Donc là, comme je vous ai dit, quand je fais un delete, et bah, il fait une requête ici de type delete pour lui faire ça. Ça, on a vu. Ok. Et quand je fais un edit, ici je mets Thomas, Coca, et si je mets Thomas cocadmin.abc, bah là déjà ici, il a fait au moment où j'ai cliqué sur edit, il a fait une requête de type get pour avoir l'utilisateur 4, pour avoir les. Donc c'est là où on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il a récupéré les mêmes données, c'est toujours le même username et le même last name, mais il a récupéré du backend. Donc si ça avait changé entre temps, et ben là, ça serait reflété ici. Donc on utilise toujours le backend comme source de vérité. Et deuxièmement, ici, là j'ai changé, quand je vais faire save, bah, tu vois qu'il refait une nouvelle requête, demi machin slash 4, sauf que maintenant c'est une requête de type put, parce que là mon bouton save, c'est un hxput. Et donc du coup, dans la réponse, l'API, elle me répond, ok, bah maintenant le nouvel objet que tu viens de modifier, et bah son first name c'est Thomas, last name c'est Cocadmin, mais toutes les autres informations, elles sont encore, je ne les ai pas changées. Et donc, ça retélécharge, même si je viens de modifier les informations, ça retélécharge une nouvelle fois les informations pour être sûr que c'est vraiment, on a toujours la vérité en fait. Et ça me les affiche avec la nouvelle row en utilisant toujours le template user ici qu'on avait utilisé à la base pour populer toutes les rows. Donc, voilà le concept, c'est qu'on. Et pourquoi j'aime ça? Parce que c'est. T'as tout le contrôle, t'as beaucoup de contrôle du côté back, c'est assez simple. Comme tu vois, hein, ça fait juste tu rajoutes 2-3 attributs sur tes éléments HTML et ça fait en sorte que chacun de tes éléments HTML peut aller récupérer des données dans le backend et swapper des éléments dans ton frontend. Et on n'est pas limité à. Là, je vous ai donné un exemple le plus basique, mais quand tu vas dans HTMX, il vous donne plein d'exemples. Comme par exemple, premier truc qu'il me disait, Fapili, ah ok, tu peux faire ça, mais comment est-ce que tu fais pour si tu veux drag and drop des éléments, etc. Bah, là, tu vas ici, tu vas dans drag and drop. Et donc là, qu'est-ce qu'ils disent ici? Bah, tu veux drag and drop, ok, bah, de base, dans le truc de base de HTML, il n'y a pas d'éléments HTML pour pouvoir faire des trucs comme ça que tu réarranges et que ça apparaisse bien. Sûrement qu'il y a des astuces bizarres de Black Magic de CSS, mais genre, si tu as une petite librairie JavaScript qui fait ça, on n'aime pas JavaScript, mais voilà, si ça peut nous aider, on va pas cracher dessus. Donc du coup, c'est eux qui se disent, bah ouais, tranquille, tu peux utiliser Sortable, qui est une librairie JavaScript pour pouvoir réordonner des éléments. Donc ça, visuellement, ça réordonne, mais ça te donne aussi dans quel ordre, quel est le nouvel ordre. Et donc, du coup, ça fait que, là, si tu vois ici la liste des trucs qui sont faits, quand je réordonne ici, bah, ça fait une nouvelle requête. Et là, la nouvelle requête, elle me donne l'ordre. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3. 1, 2, 4, 5, 3. Tu vois. Et à chaque fois que je réordonne, HTMX, il envoie une requête. Donc, ça pour dire qu'en fait, il y a plein. En fait, 95% des trucs que tu as besoin de faire,
déjà, honnêtement, ça, c'est déjà 80%. Afficher des données, modifier des données, déjà, tu as les trois quarts, trois quarts de ce que tu as besoin, c'est ça. Et même si tu as besoin de trucs de faire des trucs un peu plus avancés, il y a toujours une façon. Donc voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez mal compris? Ou est-ce que vous avez des trucs où vous disiez, ah, mais en fait, est-ce que ça marche dans tel cas? Ah, question, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Ah, je vois plus passer une guide time, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il y ait zéro question. Ouais, c'est ça. Vos questions, je les envoie à ChatGPT après pour répondre. Mais si vous avez autre chose que des questions aussi, hein, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voudriez plus de petits talks, de petits events comme ça? Est-ce que vous aimeriez ça avoir ça régulièrement? Euh, Au passage, la semaine prochaine, sûrement, on va sûrement faire un truc, je confirmerai la date avec Obi-Wan, mais faire un talk du même style pour ceux qui sont intéressés à passer la certif de Kubernetes. Parce que Obi-Wan, ici parmi nous, il a passé la CK et la CKD, et il est en train de préparer la CKS. C'est ça la classe. Donc du coup, s'il y a quelqu'un qui peut vous donner des astuces sur comment passer ça, c'est bien lui. Donc on va essayer d'organiser ça la semaine prochaine. Bien expliqué, même si un peu long, c'est vrai. Un poil plus de rythme aurait été encore mieux. Ouais, c'est comme je te dis, c'est la première fois que je le fais, donc j'essaye de m'adapter. Petit à petit, petit à petit, j'aimerais bien en faire de manière un peu plus fréquent. Et petit à petit, on va huiler la machine et ça va mieux glisser. En fait, je pense que c'est trop long parce que je fais trop de tangentes. J'entends React, je suis comme, ah, alors faut que je vous explique pourquoi React c'est de la merde. Et là, ça part pour 10 minutes. Donc c'est ça. Elle a combien l'assertif? 200 balles, un truc comme ça. Ce serait le feu, mais la CKAD, c'est pour les devs. Ouais, mais lui, c'est un fou, il a fait les deux. Moi, j'aime bien le format, j'ai l'impression que c'est un pote qui me parle. Ouais, bah après, tu sais, c'est mon format, je vais rarement faire un truc sérieux, genre, enfin, je parle d'un truc sérieux, mais je suis pas obligé de parler avec un ton sérieux. Tu vois. C'est cool, finalement, ça me donne du grain à moudre. J'étais parti sur Reflex, mais HTMX pour écouter. Ah oui, ok, Reflex, c'est quoi? C'est une autre, ça doit être un autre framework, j'imagine. Rapid Development, Freestyle propre. Ok. Bah, je connais pas Reflex, mais peut-être que. Ah, mais c'est plus pour du. Get responsive with less typing. Putain, ça a l'air bizarre. C'est plus pour du CSS en gros. C'est pas du. Ah oui, ouais, c'est une UI librairie en gros. Donc c'est plus comme le truc à la mode en ce moment, Chatcn UI par exemple, ou Tailwind UI. Sauf que ça c'est plus des components, alors que ça c'est pas vraiment des components. Ouais, ça en est un. C'est vrai, c'est ça. Alors oui, Reflex c'est React, mais en Python. Ah ok. Ok, ok. Peut-être qu'on parle pas de la même chose. Donc ouais, ça bien dit, la CKAD est surtout l'exploitation des ressources dans le cluster. La plupart des entreprises vont avec du manager, alors la partie CK est moins utile, ouais. Mais bon, la CK est clairement plus populaire que la CKAD. Personne ne comprend à quoi sert la CKAD. Euh... Ouais, bah je pense que c'est plus. C'est quoi pourquoi Mais tu te contredis, non? Parce que tu dis la CKAD elle est plus utile, parce que enfin, tu dis que la CK est moins utile, mais après tu dis que la CKAD, personne ne comprend à quoi elle sert. Soit tu t'es embrouillé, soit j'ai mal compris.
C'est vraiment sympa comme event. Merci, Takeus. Mais ouais, donc ça veut dire que si vous avez plus de questions sur la CK que sur HTMX, c'est que ça veut dire que soit HTMX on s'en fout, soit vous êtes vraiment hype de la prochaine conf. Donc comme ça te met la pression, Obi-Wan. Pour une app interne, je vois pas d'avantage par rapport à du bon vieux HTML, CSS et backend. Bah, comment est-ce que ton HTML, CSS, il communique avec ton backend, SOCH? Donc soit tu mets du jQuery ou du JavaScript pur, mais il faut quelque chose, tu vois. Mais si c'est juste, après, si c'est juste une page statique, ouais, t'as pas besoin d'HTMX, t'as pas besoin de Python, t'as pas besoin de rien du tout. Ah, tu veux dire si tu utilises Vue, bah ouais, mais c'est pas du bon vieux HTML. Si tu utilises du Vue et du React et du Angular, c'est du, c'est des technos nouvelles. Je suis preneur de tool en dev avec cette stack. Parce que l'avantage aussi, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est que genre, y a pas de tool. Dans le sens où, tu sais, j'ai installé HTML, j'ai pas eu besoin d'installer NPM, j'ai pas eu besoin d'installer un installeur de quoi que ce soit, tu vois. Et donc, le moins j'ai de tools à utiliser, le mieux je me porte. J'adorais HTMX, ça m'a inspiré, j'ai envie de faire du FastAPI HTMX avec du Supabase ou Postgre. Ouais. Ah ben c'est surtout pour des, comme je te dis, des petits projets perso ou des outils internes, je pense que c'est vraiment par exemple, ce mec dont je vous parlais là, Primagen, qui taffe chez Netflix, lui, il utilise ça pour faire des tools en interne. Et, euh, et il trouve que c'est 10 fois mieux que t'as 10 fois moins de friction avec un framework traditionnel. Genre juste setup un nouveau projet, c'est déjà une galère. Alors qu'HTMX, en 30 minutes, il a fini de faire ce qu'il a besoin. Via simple get post sans vue. Ouais, mais comment tu fais tes get et post? Qui fait les get et post? En HTML, tu peux pas faire un get. Avec HTMX, tu peux. Sans vue. Je comprends pas ce que tu veux dire, SOCH. Ce qui est un vrai plus, c'est ça, c'est un vrai plus, mais ce que je voulais dire, c'est que prendre une petite réalisation en exemple, ça me paraît, ça me parlerait un peu plus. Ah, le retour d'expérience un peu plus concret. Ouais, bah. Après, le problème, c'est que je peux vous montrer ce que je fais dans mon app, comment je l'utilise, mais je préfère montrer un exemple simple, comme ça tu comprends. Alors que là, si je te le montre ici, tu vas pas forcément trouver ça plus simple, quoi. Mais comment je peux te montrer un exemple? Je peux te montrer un exemple, par exemple, de ça, par exemple. Voilà, du coup, je peux pas te montrer parce qu'il y a Ah oui, j'ai rajouté ça, et c'est pas bon parce qu'il doit manquer une virgule ou une connerie du style. Et voilà, exactement. Voilà. C'est un work in progress, hein, donc c'est normal. Donc là, par exemple, on va faire ça, on va créer des trucs parce que sinon, il n'y a rien. Donc là, tout ça, ce projet, c'est en HTMX. Donc là, c'est-à-dire que là, ce truc-là est populé en HTMX. Euh, Quand je te montre ici, euh, le select, tu vois, le select, euh, ça, c'est un truc de type select. Et bah, pour les options, elles sont populées en HTMX. Ça va get l'URL qui me donne la liste des templates. Et ensuite, ça va utiliser le template qui s'appelle template select, qui est ici, et qui va récupérer la liste des templates en JSON, et qui ensuite me rajoute une option pour chacune des templates, pour chacun des templates dans data, et bah, ça me rajoute une option. Euh, je refresh. Ouais, je sais pas pourquoi ça bug comme ça. En tout cas, c'est pas grave. Ah, mais là, il n'y a plus rien qui marche. Donc, bref, je vais pas débugger en live, mais c'était un petit exemple, par exemple. C'est quoi un dashboard fournisseur cloud?
Coca WS. Tu sais qu'il y a un mec qui s'appelle Jira WS et qui fait des cours qui te fait des tutos de Java pour le coup. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais il parle à AWS de temps en temps. Mais il parle plus de, de Java que d'AWS. Mais tu vois, parfois, il y a un petit peu de cloud qui vient se mettre là-dedans. Euh, En vrai, c'est plus agréable. J'ai manqué le début, tu parlais de Next.js. Ouais, je disais que c'était de la merde. Donc si t'as mis Next.js, euh, c'est ça. En fait, mon point, c'est pas tant que ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut toujours utiliser ça ou toujours ça. Mon point, c'est plus que si tu es un développeur front-end et que tu es familier avec tes outils, que tu utilises Next ou Nuxt ou Svelte ou Vue ou ce que tu veux, c'est très bien. Tu es habitué, tu connais tes outils, c'est genre utilise ça. Tu vas être le plus performant avec ça, tu vas avoir le plus de fonctions, le plus de personnalisation, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est parfait. Mon point, c'est plus pour ceux qui ont un profil un peu plus back. Donc tous ceux qui sont un peu plus sysadmin, un peu plus DevOps, SRE, back-end ou full stack, mais full stack qui préfèrent faire du back, probablement que c'est une stack qui peut les intéresser. Euh, Parce que on simplifie, on revient à la base, on enlève toutes les couches de merde là, et on revient à un truc de base, et du coup ça simplifie tout. Et ça fait que il y a peut-être plein de trucs que tu peux pas faire avec cette stack là que tu pourrais faire avec une stack plus compliquée ou plus récente, enfin plus récente, HTML c'est récent aussi, mais plus avec une stack plus traditionnelle, genre Vue, React, etc. Mais mon point c'est que dans ces features là, en fait avec HTMX, tout est 100 fois plus simple. Mais tu peux faire que 95% des trucs. Sauf que la plupart du temps, tu as besoin que de 90% des trucs. Tu n'as pas besoin de toutes ces fonctionnalités avancées que t'apportent les autres trucs, bah, tu n'en as pas besoin. Donc du coup, en fait, tu profites pas des avantages, mais du coup, tu as l'inconvénient de ces casse-couilles à apprendre, à gérer, à maintenir, etc. Alors que là, bah, peut-être c'est moins deep, tu as moins des futurs de l'espace, mais c'est 1000 fois plus simple. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai bien exprimé ce que je voulais dire, mais c'est un trade-off en gros entre. Et dans notre cas, c'est souvent, on n'a pas besoin de ces features-là. Donc, du coup, autant prendre un truc qui n'aura pas tous ces trucs de l'espace, mais que je peux quand même faire 90% des trucs, mais pour 10% de la complexité, quoi. C'est 10 fois plus simple. Euh, il a dit que c'est bien parce qu'on rajoute. C'est pas bien parce qu'on rajoute de la merde sur de la merde. Il a dit que c'était. Ouais, c'est ça, il le dit vraiment mieux. Mais globalement, c'est ça. Euh... Cocamania, qui sympa avec plus sysadmin. Ah, ok, merci. Et ouais, je t'ai vu que ça a l'air plus simple pour des apps. Ouais, c'est ça. Et en fait, et aussi mon point, c'est que la plupart du temps, on fait des apps qui sont pas complexes. La plupart du temps, quand on part sur un projet, on se dit, ah, est-ce que ça va scaler? Est-ce que ça va prendre en compte ça? Est-ce que ça va nanana? Et on fait des plans sur la comète, alors que, genre, ton app, mec, elle va avoir 10 users, elle va faire juste des requêtes, elle va afficher des données et elle va vous permettre de modifier ces données. C'est ce qu'elle va faire dans les trois quarts du temps. Donc, pas la peine de partir sur un truc de fou, tu vois. Donc voilà, pour le genre de gens qui sont plus back ou les genres de personnes qui aiment bien les trucs simples, je recommande. Clad, tout ça, tu vois, par exemple, le bio, il donne ses stats. Cloudflare stats, aujourd'hui, vous avez eu 5 visites, tu vois, et 4 étaient des bots. C'est ça. Après, bien résumé, sur les sliders, les pros et les codes, moi, je vois parfaitement ici. Ok, ok, cool. Si vous avez des dernières questions, mettez-les rapidement. Sinon, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Surveillez dans le channel annonce. Je vais mettre l'annonce pour le prochain event pour la semaine prochaine. Enfin, il faut que je vois avec Obi-Wan, c'est quand il est dispo. Et comme ça, on se refait ça. Et puis voilà, j'aimerais bien euh, que ça soit, qu'on fasse des trucs, sur des sujets. Si vous voulez proposer des sujets aussi, allez-y. Et comme ça, j'essaierai de faire ça. Visiteur unique. Tu vois, ça, mais même visiteur unique sur 7 jours. Attends, là, c'était sur 30 jours. Donc 4000 visites sur 30 jours,
Pas tant que ça. C'est pas un truc de fou que tu as besoin d'une scale de fou, tu vois. Genre, si tu calcules, c'est quoi, disons 5000 users, tu divises par, genre, tu as 730 heures dans un mois, ça veut dire que tu as 6 visites par heure. 6 visites par heure, mec, c'est rien. C'est même pas genre n'importe un Raspberry Pi, il peut absorber 6 visites par heure. Donc, euh, c'est pour ça qu'on souvent on a l'impression que nos projets ont besoin de pouvoir scaler des trucs de fou, etc. Mais même que tu peux avoir beaucoup d'users, tu peux avoir 5000 users, et pourtant, du point de vue de ta stack, t'as pas besoin d'un truc de fou, t'as pas besoin d'un serveur de malade ou quoi, tu vois. Donc c'est ça. Je vous laisse, merci pour cette présentation. Salut S3W7.g. C'est l'API plus WebSocket, yes. Merci Kikroc, merci Max, de rien Kikroc. C'est intéressant comme format chill sur Discord. De rien Max. Mais merci à tous, et puis j'espère qu'on se recroise bientôt, la semaine prochaine sûrement. Puis j'ai une vidéo qui sortira aussi bientôt, où je vous montrerai plus en détail c'est quoi mon projet qui marche pas ici. J'espère qu'il marchera d'ici là. Et puis voilà. Merci à tous.